Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un film culte que j'ai découvert grâce à un ami en VHS à l'époque et voilà, qui fut un véritable coup de foudre, même je dirais même une espèce d'éveil spirituel, une espèce d'illumination qu'on a eue et qui nous a influencé tous les deux d'ailleurs par la suite pour nos créations, puisqu'on était dans la BD. Je vous ai fait un petit montage que j'espère que vous apprécierez et je vous remercie d'avance pour ceux qui iront jusqu'au bout, qui laisseront un petit commentaire, un petit abonnement, ce serait sympa aussi. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à bientôt. Salut sur la chaîne. L'histoire sans fin, c'est d'abord un roman de Michael Ende. Ende qui signifie ironiquement fin en allemand. Et c'est donc l'histoire sans Ende. Effectivement, l'auteur, déçu par ce qu'il qualifiera de disneyification de son œuvre, souhaitera retirer son nom du projet. On le retrouvera néanmoins dans le générique de fin. Ce roman était un immense succès à l'époque, et faute de moyens, le film n'abordera que la première partie du livre. L'auteur critiquera la pauvreté imaginative des créatures présentées dans le métrage, comparant la tour d'ivoire à une antenne de télédiffusion et le lit de l'impératrice à la promesse d'orgie hollywoodienne. On le voit, le divorce est consommé entre l'écrivain et le monde du cinéma. Pourtant, le film de Wolfgang Petersen, qui nous a quittés cette année, aura marqué toute une génération des années 80, dont votre serviteur. Le réalisateur avait envie, avec cette histoire destinée aux enfants, de s'aérer après son immersion anxiogène pour le film Das Boot, magnifique film de guerre sous tension. Le projet tombait à point pour lui. Le film est une production allemande, mais tournée en anglais, afin de rentabiliser ses frais dans le monde entier. Il est intéressant de noter que Steven Spielberg lui-même aura conseillé Wolfgang Petersen pour le montage pour une version internationale. Le producteur, Bernd Eichinger, s'est beaucoup investi, participant aux sessions d'écriture du scénario, rejoignant Hermann Weigel. Comme on l'a déjà dit, des choix narratifs, tels la fin où Bastien et le dragon font irruption dans notre réalité, n'ont pas eu l'approbation de Michael Ende. La représentation visuelle du néant est un autre exemple de leur désaccord. Pour l'auteur, il s'agissait plus d'un ressenti, d'un désespoir dans le cœur des hommes. Mais il est vrai que le cinéma a son propre langage et ses propres impératifs. Le film est un des plus gros budgets pour un film allemand à l'époque. Il a été tourné sur place dans les studios bavarois, dans lesquels des immenses décors ont été construits, dont le magnifique marais de la mélancolie. Les scènes de rue de la vie quotidienne ont-elles été tournées à Vancouver, qui permettait de donner l'impression d'être dans une ville des États-Unis, et par ce biais de parler à un plus grand nombre de spectateurs. Pas de CGI à l'époque, les décors sont réels ainsi que les créatures. Mais parlons d'abord des acteurs. Ils sont principalement anglophones. Dans le rôle du père, que l'on voit brièvement, mais dans une scène essentielle pour la suite de la narration, les spectateurs de l'époque reconnaissent Gerald McRaney de la série Simon & Simon. Pour le rôle de Bastien, le réalisateur a porté son dévolu sur le jeune Barrett Oliver, qui aura eu des petits rôles auparavant, mais aura connu le succès avec Daryl ou Cocoon 1 et 2. Et n'oublions pas sa participation au métrage de Tim Burton, Frankenweenie. Le choix de Noah Hathaway fut plus délicat. Il fallait un jeune garçon sportif, évoquant un Indien d'Amérique. Il est connu des fans de Galactica, où il tenait le rôle de Bugsy. Amusant de constater qu'il a participé à un épisode de Simon et Simon, avec le père de Bastien. Il a dû pratiquer l'équitation et effectuer bon nombre de scènes difficiles, dont la scène dans les marécages. L'impératrice fut la plus difficile à dénicher selon Wolfgang Petersen. Il fallait une jeune actrice, belle, mais également avec un regard où se devine une longue expérience de vie et de sagesse. Il la trouvera avec Tammy Stronach. Elle se lancera dans la danse après le refus de ses parents de la laisser continuer une carrière d'actrice. Signalons le Britannique Sidney Bromley, en facétieux lutin scientifique, vu dans Le Dragon du lac de feu,
le loup-garou de Londres et le bal des vampires. Patricia Hayes, qu'on a vu dans Willow, et un poisson nommé Vanda, entre autres, dans le rôle d'une sorcière préparatrice de potions médicinales. Le mystérieux libraire, interprété par Thomas Hill, vu dans V. L'autre grand défi, inédit dans un pays européen, fut la création de dizaines de créatures originales et fantaisistes. Pour les principales, c'est une réussite totale. Citons le mangeur de pierres, Falkor, le dragon de la chance, et l'impressionnant Gmork, le maléfique chasseur envoyé par le néant. N'oublions pas le génialissime Morla, la tortue géante allergique à la jeunesse. Ces magnifiques personnages sont réalisés en dur, avec mécanismes internes, liés à des câbles, contrôlés par un groupe plus ou moins conséquent d'animateurs. Tout est réalisé en direct, tandis que les dialogues sont préenregistrés par des comédiens. À noter l'attention portée à l'articulation des marionnettes, guidée en cela par un expert du langage pour la prononciation en anglais des dialogues préécrits. À noter la présence du talentueux Brian Johnson au générique, à qui l'on doit les maquettes d'Alien 1 et 2 et celle de Cosmos 1999, entre autres. D'aucuns pourraient trouver ces effets dépassés, les incrustations visibles des scènes de vol. Oui, c'était une autre époque. Mais pour ma part, ces imperfections font le charme de ce métrage, qui repose avant tout sur un scénario solide et une interprétation exemplaire. On peut voir le sérieux cependant apporté à ce premier chapitre si l'on considère le ton nettement plus enfantin des volets suivants. Qu'en est-il de l'histoire elle-même ? On sait que Michael Ende désapprouvait les choix de l'équipe créative. Le film ne traite qu'un segment du livre, mais il recèle de nombreuses grilles de lecture pour les personnes qui sont dans la spiritualité, ou plus prosaïquement, le développement personnel. Pour Wolfgang Petersen, c'est une leçon de vie pour les enfants. Apprendre à avoir confiance en soi et à oser suivre ses rêves, en développant des qualités telles que la persévérance et l'honnêteté. Au niveau spirituel, on apprend également à se connaître soi-même, pour ensuite offrir ses dons à la communauté. Sur ce chemin, il y a ce que l'on nomme la nuit noire de l'âme, une période sombre, où tout ce qui nous identifiait s'écroule, où l'on doit subir des deuils à différents niveaux, afin de descendre dans les profondeurs de notre âme. C'est ce que connaît Atreyu, avec la scène des marais de la mélancolie. Il y perd son meilleur ami, son cheval Artax. Il lui serait aisé de le suivre dans le chagrin et l'abandon. Mais il ne le fait pas, il continue sa route. C'est là qu'il rencontre Morla, dit le Vénérable. En fait, une créature blasée de tout, qui est allergique à la jeunesse, donc aux nouvelles idées, à ce qui remet en question le fonctionnement des choses. Ne sommes-nous pas nous-mêmes bloqués dans un système qui refuse de se remettre en question et d'accepter les idées les plus audacieuses ? Atreyu refuse le renoncement et continue sa route, même s'il est au bord de l'épuisement. Avec, à ses trousses, l'entité négative que représente le loup Gmork. Il veut l'empêcher de guérir le monde par sa lumière. Les personnes qui sont dans la spiritualité pensent que l'on n'est plus que jamais dans cette configuration. Tout est fait pour étouffer les petites bougies que sont les créateurs qui veulent apporter du nouveau dans ce monde en ébullition. Heureusement, sur ce chemin solitaire, de prime abord, Atreyu va rencontrer Falkor, le dragon de la chance, Urgel et Engiwook. Ils lui apporteront le soutien, la guérison et les informations dont il aura besoin pour sa quête. Et effectivement, pour les personnes spirituelles, nous sommes aidés au quotidien par ce que l'on nomme des guides, des anges et des archanges, qui nous enverront leur appui sur notre demande et nous protégeront souvent à notre insu. Elles peuvent nous envoyer les bonnes occasions, les personnes adéquates pour notre évolution sur notre chemin de vie. Ensuite, Atreyu doit passer des épreuves de foi. D'abord, la confiance en lui, avec la première porte. Son image de guerrier se base-t-elle sur la réalité, ou est-ce un rôle qu'il se donne ? Ensuite, il doit faire face à qui il est vraiment. Selon Engiwook, c'est l'épreuve ultime. On retrouve là le fameux « connais-toi toi-même ». En spiritualité, il s'agit de découvrir toutes les couches qui nous constituent en nous dépouillant petit à petit pour retrouver notre être originel. Celui qui n'a pas été déformé par les traumas, les hontes, les regrets
les interdits, etc. Atreyu voit Bastien dans le miroir. Est-ce à dire qu'il est en réalité un gamin insécure ou la projection fantasmatique du héros qui sommeillerait en Bastien? Vient ensuite un message étonnamment politique que nous ne retrouverions probablement pas dans des films pour enfants aujourd'hui. C'est Gmork, le messager de l'ombre, qui le dévoile. Maintenir les gens dans la peur, en supprimant tout espoir et imagination, facilite leur soumission. Un message plus que jamais d'actualité. Je ne développerai pas ici le rôle essentiel qu'ont joué et que jouent encore les personnes dites prosaïquement dans la spiritualité, dans une société qui semble s'effondrer sur elle-même. Après la destruction quasi totale de Fantasia, Atreyu parvient auprès de l'impératrice. Celle-ci lui révèle qu'elle savait déjà comment se guérir. Atreyu est en colère, car il a énormément souffert pour apprendre ce que la jeune fille savait déjà. On peut interpréter cela comme le retour de l'âme auprès de la conscience universelle, ou l'ego s'agace d'avoir connu la souffrance pour pas grand-chose. Or, le voyage n'a pas été vain, car l'âme devait passer par là pour apprendre, vivre les choses dans sa chair et pas de manière théorique. Il est alors révélé à Bastien qu'il a le pouvoir de recréer Fantasia avec autant de vœux qu'il le souhaite. Dans l'univers de la spiritualité, et la physique quantique semble corroborer en ce sens, la pensée humaine peut créer la réalité. À chacun de choisir son niveau vibratoire, pensée heureuse, comme dirait Peter Pan, ou pensée négative, pour s'attirer les événements, les personnes, le métier désiré. Une sacrée belle leçon pour l'ado que j'étais. Et cette profondeur thématique est toujours là, de nos jours, et même plus utile que jamais. C'est ce qui fait la force de ce film de Wolfgang Petersen. À nous donc de retrouver notre âme d'enfant, de faire fi des prédictions alarmistes et de marcher sur le chemin qui nous rendra libres et heureux. Pour peu qu'on ait le courage d'accepter la personne dans le miroir et de dépasser ou de faire avec ses peurs. Le film a été tourné dans les studios de Bavaria Film à Grunwald, près de Munich. Certaines scènes ont été filmées en Espagne pour les extérieurs à Fantasia. Le tout pour un budget de 27 millions de dollars. À noter l'utilisation fréquente à l'époque de matte painting, des peintures sur verre, pour magnifier un paysage, le rendre plus exotique. Le film aura un succès relatif, seulement 20 158 000 dollars aux États-Unis. En France, il fera 739 766 entrées, mais rentrera dans ses frais au niveau mondial avec un total de 100 millions de dollars, sachant que le budget initial était de 27 millions. Noah Hathaway remporte le Saturn Award du meilleur jeune acteur. Le film aura une nomination dans la catégorie meilleur film pour enfants et meilleure musique. La musique est de Klaus Doldinger, qui avait écrit le célèbre thème pour les aficionados du bateau de Petersen. D'aucuns la trouveront datée, et il est vrai que les synthés y ont une large place, mais difficile de savoir quelle part revient au compositeur et ce qui fut écrit par Giorgio Moroder, connu pour ses contributions au mouvement disco entre autres. La chanson The Never Ending Story, interprétée par Limahl, le chanteur du groupe, alors en vogue Kajagoogoo, a connu un immense succès et est devenu iconique des années 80. Le film connaîtra 2 suites largement inférieures, une mini-série et une série animée, tout aussi oubliables. Pour ma génération, en tout cas, la poésie de ce film semble inaltérable. Étonnant de constater qu'une production allemande aurait pu trouver sa place au sein des films Amblin produits par Spielberg, et en être un des plus beaux fleurons, si ce n'est le plus enchanteur.